vous avez beaucoup d'électeurs en stock. Tu le dis. Je note, vous aussi, vous avez dit que vous le rejoignez. Allons-y, vous le rejoignez. J'ai des chiffres qui disent que 518 000 demandes de certificat de nationalité ont été faites entre septembre et décembre 2024. 518 000 demandes. Il y a 478 000 qui ont été délivrées, presque donc la totalité. Ça veut dire que si tous ceux-là ont pu être inscrits, votre stock, il sort d'où? Son stock? Alors, M. Hamza, il a dit qu'il a 1 million de stocks. Vous l'avez rejoint. Non, ce que j'ai dit... Même au nombre de... Le nombre de cartes nationales d'identité délivrées, j'ai 192 000 CENI demandées presque dans la même période et puis qui ont été totalement délivrés pour l'inscription. Ça fait beaucoup de chiffres qui viennent un peu contredire ce que vous êtes... Monsieur Hamza, vous ne me contredisez pas. Vous ne le rejoignez plus. Je dis, ce que j'ai dit, comme ils ont un stock de 1 million, il serait bien qu'on ait une révision de la liste électorale, qu'on l'ouvre et que ce stock soit épuré. Et comme je le dis, vous donnez des chiffres, mais moi je peux vous dire que chaque année, depuis de 2010 à 2020, on a eu à peu près 275 000, on va dire, ajouts sur la liste électorale. En 2020, il y a eu à peu près 904 000. En la dernière liste en 2023, là, il y a 1 400 000 primo-accédants. Et dedans, il y a 500 000 nouveaux, on va dire, nouvelles inscrits. Donc ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 1 million de personnes qui veulent s'inscrire. Et donc en 2025, on a 1 million de personnes qui sont susceptibles de pouvoir voter et qu'on ne veut pas mettre sur la liste électorale. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Je viens de vous donner des chiffres. Non, moi, si je vous donne des chiffres, vous donnez des chiffres, je vous donne des chiffres. Qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi ce million-là ne s'est pas inscrit sur la révision de la liste électorale en cours? Mais chaque année, vous savez que chaque année, chaque année, il y a des majeurs. Écoutez, on est d'accord. Vous n'êtes pas de la CEI. Non, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Moi, je vous parle au nom des téléspectateurs. On est en 2025. Oui. Une révision de la liste électorale doit se faire chaque année selon la loi. Allons-y. Comme vous représentez la CEI, allons-y. Non, je pose des questions. Non, vous ne posez pas des questions, vous affirmez. Monsieur Hamza. Non. Monsieur Hamza. Les élections, la révision de la liste électorale doit se faire chaque année. Merci. Actuellement, il y en a une qui s'est faite en 2024 et qui est encore en cours. Peu importe comment la CEI travaille. Chaque année, est-ce qu'il ne faut pas d'abord que ça finisse avant de... Mais c'est à eux de travailler pour que ça finisse. Mais ils sont en train de travailler, on a l'affichage des listes. En 2020, on a fait la révision du 5 juin au 10 juillet avant les élections. D'accord. Donc on peut la faire. D'après ce que je sais, et vous aussi certainement vous le savez, l'affichage de la liste doit se faire le 17 prochain. Mais c'est à eux de travailler pour aller vite. Mais ça se fait là. Oui, d'accord. Donc quand ils finiront... Et 2025 est loin, ils vous ont pas encore dit qu'ils vont pas le faire. Donc vous me rejoignez, qu'ils vont le faire, qu'ils doivent le faire. Avant les élections. Vont le faire, qu'ils doivent le faire. La CEI sera ici et va répondre à cette question. Non, mais la CEI a toujours été sur le plateau, elle a toujours dit. 2025, c'est encore long, on est encore 9 mois. Donc ils ont changé. Donc selon vous, ils vous ont dit qu'ils vont changer leur discours qui dit il est techniquement impossible de faire la révision de la liste électorale cette année 2025. Je dis que je n'ai encore aucun discours officiel de la CEI. Eux vous le diront. Pour le moment, moi je sais que 2025, c'est encore 9 mois qui courent. Ils vous diront certainement s'ils le feront ou ils le feront pas. Aujourd'hui, le débat est ailleurs. Selon le code électoral, ils ont l'obligation de le faire. Vous avez un représentant au sein de la CEI, M. Dali, vous pourrez le leur dire. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on le dit. D'accord. Merci. Et il le dit aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur Ousmane? Non, en fait, je trouve quand même votre justification, pardon de vous le dire, mais la justification que vous venez de prendre, c'est une justification vraiment très inopportune. C'est laquelle? Vous ne pouvez pas... Oui. La CEI elle-même dit qu'elle recherchait 4 500 000 personnes, nouvelles personnes qui pouvaient s'inscrire sur la liste électorale. Donc, quand vous avez des jeunes, ce qui est en jeu, M. Diaby, ce qui est en jeu, c'est la vie des Ivoiriens. Ce qui est en jeu, c'est la légitimité de cette élection présidentielle. On n'est pas en train de jouer. Donc, quand vous dites il n'y a pas eu suffisamment de cartes nationales d'identité qui ont été demandées, il n'y a pas eu suffisamment de certificats, donc où est le stock? C'est pas un jeu, M. Diaby. Suffisamment, je n'ai jamais sorti suffisamment. Non, on va être clair. Je n'ai jamais dit suffisamment. Vous avez évoqué des chiffres et je les ai donnés. Je ne les ai pas qualifiés. Sont-ils peu? Sont-ils
Mais la CEI elle-même a donné des chiffres plus élevés que ceux-là. Donc les chiffres, vous ne pouvez pas les donner. La CEI ne donne pas ces chiffres. La CEI donne le nombre d'inscrits, pas le nombre de CENI qui ont été délivrés. Ça, c'est le rôle de l'ONESI, Dr Ousmane. Je sais, mais je vous dis... Au début de la révision de 2024, la CEI a dit est attendu environ 4 millions de personnes, de nouvelles personnes qui peuvent s'inscrire sur la liste électorale. Donc quand on attend 4 millions de personnes, c'est pas à vous, M. Diaby, de venir dire sur le stock qui est disponible à l'ONESI, ce serait peut-être moins que ça. Ce que nous on dit, non, juste pour terminer. Bon, ce que nous on vous n'allez pas terminer. Le débat n'est pas à ce niveau. Oui, le débat n'est pas à ce niveau. La façon dont vous l'avez traité, vraiment, ils ont dit qu'ils ont des stocks d'1 million et autres. J'ai voulu juste donner... C'est plus. Vous avez combien? Oui, mais vous avez votre stock, c'est combien? Monsieur Diaby, je vous répète que la CEI elle-même, pour votre stock, il y a 4 millions de personnes attendues. Votre stock à vous. Mais c'est 4 millions de personnes qui sont attendues sur la liste électorale. C'est 4 millions de personnes qui sont attendues, de nouvelles personnes. D'accord. On va pas faire le procès en l'absence de la CEI. D'accord. Et donc on va passer à chose. Donc votre position, on la connaît. Vous aussi, c'est qu'il y ait révision de la liste électorale. Notre position est que nous respectons la loi. On ne peut pas être dans un pays, et c'est pour ça que je voulais que vous posiez la question à ce monsieur. À quel monsieur? Vous avez le nom de tout le monde ici, Dr Ousmane. On est là pour... Dr Ousmane, Koné Mamadou est le représentant du RHDP. Adressez-lui à lui nommément, s'il vous plaît. D'accord. Donc je répète ce que je dis. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont plus de respect pour la loi. Quelque chose qui est écrit, dont tout le monde a fait unanimité, qui a été adopté, les gens n'ont plus de respect pour cela. Le fait qu'on dise aujourd'hui qu'on peut faire une liste, on ne peut pas faire une révision de la liste électorale, c'est un manque de respect à l'ensemble des Ivoiriens. Ce n'est pas seulement au parti d'opposition, c'est à l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce que vous ne pensez pas, chers jeunes ici, chers responsables de jeunes ici, est-ce que vous ne pensez pas, on est en train de parler, on est en train de faire une émission pour vous les jeunes qui êtes au devant, qui êtes beaucoup utilisés en cas de crise, de tension. Est-ce que vous ne pensez pas que l'apaisement doit venir d'abord sur cette histoire de révision de la liste électorale là, avant d'en arriver à autre chose? C'est le respect de la loi. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que la meilleure façon d'éviter la chienlit dans un endroit, c'est qu'on respecte les règles qu'on s'est proprement fixées. Les règles qu'on s'est fixées, c'est la loi, M. Diaby. Quand vous voulez expliquer que la loi elle-même, on peut la rendre intelligente parce qu'elle est bête, nous, on n'arrive pas à le comprendre. La CEI vous répondra. La CEI mais elle n'a jamais répondu, justement. Elle sera face à vous. Vous avez un représentant au sein de la CEI. On a un représentant au sein de la CEI. Voilà. Tous les partis d'opposition sont unanimes pour quelque chose. Tous les partis d'opposition. Il n'y a que le RHDP. Que le RHDP, qui est un parti d'ailleurs qui ne respecte pas des textes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de poser la question à M. Koné, comment il a été élu. Parce que c'est un parti qui ne respecte pas ses propres textes. Ça vous intéresse beaucoup son élection? Non, ça m'intéresse beaucoup. Une élection a lieu parce que vous avez ouvert dans un parti de Pandore. Une élection a lieu dans un parti. Oui. Quelqu'un est élu. Oui. Et ça fonctionne. En quoi vous, d'un autre parti, ça vous intéresse? Ah, mais vous avez ouvert la porte en posant la question à M. Dali. Comment est-ce qu'il a été désigné? J'aurais aimé que vous fassiez la même chose pour M. Koné. Est-ce que je vous ai fait la même chose? Vous qui n'êtes même pas élu. Tous les autres ici sont des présidents de partis. J'ai été désigné par mon parti, monsieur. Oui, mais allons-y avec ça. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas posé la question au représentant du RHDP. Vous ne le saurez pas. Pourquoi il n'a pas Parce que je n'ai pas à vous. Son élection a fait un buzz national. Ce n'est pas vous qui faites l'émission, Dr Ousmane. On parle de tensions qu'il faut éviter dans ce pays. Ne commençons pas sur un plateau. Vous n'allez pas imposer à un modérateur, à un journaliste de poser vos questions à vous. Allez-y. Non, vous avez posé à un autre invité. J'aurais aimé que la même chose... Est-ce que les mêmes questions, par exemple, ce que je vous pose à vous, est-ce que je la pose forcément à M. Terré? Allez-y, suivez le fil de votre émission. Allez-y. Quelles sont les actions qui ont été menées par la jeunesse et quel est l'impact de la jeunesse des partis politiques? Ce maillon essentiel pour véhiculer donc les idées, les programmes, des formations politiques sur le terrain. Malheureusement, certaines de ces actions se soldent toujours par des tensions. On va voir cela dans ce reportage que nous propose Justine Sey de la direction des magazines d'information. En 2020, dans la population ivoirienne estimée à 26 377 000 habitants, les adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans représentent 33%, soit 8 643 000 individus. Et dans les processus politiques, sociaux et économiques, les jeunes représentent plus de 77% de la population. La jeunesse ivoirienne se positionne ainsi comme un partenaire, une force d'action et de proposition pour le développement du pays et la consolidation de la paix. Par conséquent, la jeunesse des partis politiques se veut le maillon de la mise en œuvre sur le terrain des idées, des mots d'ordre de ces partis.
Chaque camp politique défend son idéal. Il y a quand même un éditorial, il y a une ligne politique. Donc chacun appelle, chaque homme politique, chaque beau politique appelle la jeunesse. Mais seulement, on n'est pas contre, mais il faut bien orienter cette jeunesse. Il ne faut pas l'appeler à faire des bagarres, à faire des histoires. Il faut chaque fois conscientiser la jeunesse pour dire qu'on a un pays ensemble, on a un pays en commun qu'il faut préserver. Chaque jeune au sein des différents partis défend la position de son parti politique. Chacun d'eux est en train de faire l'apologie de son champion. Mais quand au moment venu, ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont aller vers les démunis, qui seront dans les quartiers, leur demandant de descendre dans les rues. Les actions des jeunes militants ont, à n'en point douter, un impact sur la population ivoirienne en général et la jeunesse en particulier. Chaque jeune a un choix politique, c'est ce qui est dangereux pour le pays. C'est les jeunes qui doivent prendre conscience et qui doivent être intelligents. Donc à eux de parler à leurs amis, ce n'est pas la politique qui va vous diviser. Ils mettent les autres au devant, ils deviennent un bouclier humain pour eux. Et puis ceux qui ont attisé la flamme de la violence, les discours de haine là, ils sont à l'abri. Retombées positives ou négatives, la jeunesse ivoirienne représente une frange importante de la population. Elle gagnerait à militer pour la consolidation de la paix, pour sa stabilité et sa survie. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir d'une nation? La jeunesse, l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne représentée sur ce plateau donc par 4 représentants de jeunesse, 4 partis politiques, formations politiques ici, le PPACI, le RHDP, le PDCI-RDA et l'UDCI, représenté donc par son président de jeunesse, monsieur Théré Serge Innocent. Alors, est-ce que votre parti, Monsieur le Président des jeunes du RHDP, est-ce que votre parti dispose d'une stratégie spécifique justement pour impliquer les jeunes dans la surveillance du processus électoral? Effectivement, il faut dire que depuis notre élection, comme je l'avais dit tantôt, nous avons initié un séminaire qui s'est tenu ici à l'INGS où nous avons convié les membres du bureau national et nos 350 départementaux jeunes à l'effet de venir réfléchir sur la stratégie que nous devons déployer sur le terrain pour préparer les élections à venir. Et cette stratégie nous a conduit directement sur le terrain. Nous avons eu des grands meetings qui recoupaient par moments des milliers de jeunes. Et après ces meetings, nous avons eu des rencontres de proximité. Et présentement, là où je vous parle, nous sommes actuellement en tournée d'installation des coordinations de jeunesse. Et nous profitons de ces LUCAN pour mettre les jeunes en mission. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Contrairement à un autre monde que nos voisins de côté nous présentent, c'est-à-dire avoir tous les démembrements de leurs différents partis politiques sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et c'est là que les choses se tiennent. Donc nous sommes à la tâche, nous sommes sur le terrain et nous préparons sérieusement les élections présidentielles à venir. Et qu'est-ce que vous faites exactement, la question est pour tous. PPACI, M. Dali, qu'est-ce que vous faites pour que la jeunesse ne soit pas manipulée justement pour tomber dans ces violences-là qu'on redoute tous? Monsieur Hamza, merci pour la question. La jeunesse ne peut pas être manipulée à partir du moment où les conditions, je dis toujours, les conditions d'élection transparentes et crédibles sont faites en amont. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit il vaut mieux prévenir les crises en s'asseyant et discutant. Nous appelons le parti au pouvoir à mettre en place cette table de discussion avec tous les partis politiques. Et vous savez, comme je dis, la jeunesse, elle prend des décisions dans les partis, dans les comités centraux, etc. Donc notre condition, c'est que le parti au pouvoir fasse asseoir tous les partis d'opposition et qu'ils discutent des conditions pour des élections libres et transparentes pour que les jeunes ne soient pas in fine après les boucs émissaires. Donc il faut régler le problème en amont. Et c'est pour ça que nous avons 3 conditions. Nous avons dit le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est que la réforme ou le remplacement de cette CEI qui est déséquilibrée, et ensuite la révision et l'audit de la liste électorale. Ce sont ces 3 conditions qui vont faire. Vous allez voir, si on fait ces 3 conditions, vous allez voir que ces élections seront crédibles et transparentes. D'accord, CEI déséquilibrée. Clairement, et les jeunes ne seront pas manipulés parce qu'en amont, on aura créé les conditions. À quel niveau? Comment? Expliquez-nous, on veut le savoir. La CEI déséquilibrée, c'est-à-dire? La CEI est déséquilibrée parce que les membres de la CEI, quand on regarde le démembrement, on est à peu près 80% qui sont on va dire, des démembrements du parti au pouvoir.
Monsieur Hamza Diaby, je voulais savoir, le déséquilibre de la CEI a commencé en quelle année? Parce que... Donc vous validez qu'il existe en ce moment? Non, je suis en train de faire... Est-ce qu'il existe en ce moment, monsieur Hamza? Non, je continue. Monsieur Hamza. C'est moi qui avais la parole. Le déséquilibre de la CEI a commencé... Ça va vous revenir. Allez-y. On va vous donner la parole. Mon frère Dali qui est là a été élu maire de Lakota en septembre 2023. Et ces élections ont été organisées par cette même CEI, où son président s'est déplacé pour aller à son investiture. Donc, le déséquilibre de la CEI a commencé en quelle année? Du PPACI. Et après cela, je n'ai pas terminé. Et après cela, lorsque mon frère Dali était dernièrement à Saïwa, lors de sa prise de parole, il a dit, et je cite, que vous devez vous mobiliser pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et après cela, il faut imposer une révision de la liste électorale pour ne pas que Gbagbo soit uni aux unes. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients du fait que si nous allons actuellement aux élections avec ce format, ils n'ont aucune chance de gagner les élections. Non, on ne va pas aller sur ce débat-là. On est en train de parler... Ils ne veulent même pas aller aux élections. Non, non, mettez... Vous avez dit, monsieur Arthur Dali, monsieur Arthur Dali, que les Ivoiriens diront. Monsieur Arthur Dali, vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. C'est moi qui ai la parole. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. On n'assistera pas à des violences électorales ou post-électorales. Il y a des élections transparentes. Mais est-ce à dire qu'il n'y a jamais eu d'élections transparentes dans ce pays, libre, parce que toutes les élections auxquelles qu'on a connues ont toutes abouti à des crises, à des tensions? D'accord. C'est quoi la question? Est-ce à dire que ces élections-là, il n'y en a jamais eu de transparentes dans ce pays? Ce que je dis. Est-ce qu'il y a déjà eu une élection transparente au moins? Mais vous le dites, si vous emmenez ce débat pour dire que quelle est la place de la jeunesse pour éviter des élections sans violence, ça veut dire l'historique des élections en Côte d'Ivoire montre qu'il y a toujours des violences. Donc si une élection est crédible et transparente, je ne vois pas pourquoi il y aurait des crises. Regardez au Ghana. Alors il n'y a jamais eu d'élection libre? Non, ça c'est votre conclusion. Moi je vous donne juste mon diagnostic. Je vous dis que l'historique des élections en Côte d'Ivoire nous montre qu'il y a toujours des crises. Et pour éviter ces crises, il faut qu'on s'asseye avant pour discuter ce qui n'a jamais été fait. Donc c'est cela nos conditions. Pour qu'il y ait des conditions libres et transparentes pour ces élections, il faudrait que le parti au pouvoir calme le jeu, appelle tous les partis d'opposition à une table de discussion et que nous puissions débattre de ces conditions. À votre niveau, M. Terré, comment vous faites à votre niveau pour que les jeunes ne soient pas manipulés, ne retombent pas dans ces violences qu'on a toujours connues? À l'UDCI, avec le président Anissé Nyanzi, président actuel, l'école du parti a été instituée. Voilà, c'est devenu un principe de fonctionnement même de l'UDCI. C'est l'école où tous les jeunes citoyens sont formés. Le 7 décembre dernier a eu lieu la 9e session de l'école du parti, où, avec pour inviter d'honneur le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, que nous saluons au passage pour cette longue et parfaite collaboration. Et il faut dire que le CNDH, dans toutes les organisations qu'elle mène, la jeunesse de l'UDCI a presque participé à tout. Et le président même de la JDC que je suis a été invité spécial à un des plateaux lors de leur tournée au niveau de Trècheville. Et au-dessus, à côté de tout cela, il faut dire que l'UDCI a appelé le 6 juin 2024 à travers son secrétaire général, Marcelin Douka, à ramener l'âge pour être candidat aux élections présidentielles à 25 ans et aux élections sénatoriales à 25 ans également, tout comme se fait cela au niveau des élections législatives. Voilà, pour que les jeunes... D'accord. Là, vous parlez de l'âge de départ, 25 ans au moins. Et l'âge maximum? L'âge maximum... Vous n'y avez pas réfléchi? Non, on n'a pas de problème avec l'âge maximum. À 100 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, la gestion d'un pays, c'est beaucoup dans la tête et la sagesse est beaucoup importante dans la gestion d'un pays. Donc, on n'a pas vraiment de problème avec l'âge. D'accord. Et vous, à votre niveau, comment une jeunesse d'un parti émergent comme vous peut-elle peser dans le débat électoral? Il faut dire que
l'UDC, la jeunesse de l'UDC, quand elle fait ces différentes séances de formation, elle est en train de préparer demain. Et c'est cette relève-là qui viendra pour changer plus ou moins ces donnes-là. Aujourd'hui, quand on parle d'élection, comme le frère l'a dit, M. Dali l'a dit, depuis l'arrivée de la démocratie en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'élection présidentielle sans violence. Et malheureusement, notre jeune nation n'arrive pas encore à se retrouver à ce niveau-là. Et c'est à nous jeunes, de prendre conscience de cela. C'est à nous jeunes de porter en premier lieu notre casquette de jeunes avant d'ajouter celui de notre coloration politique par-dessus. Sinon, et ça commence ici, sur ce plateau. On n'est même pas encore aux élections, déjà mais ici, déjà, c'est assez chaud. Est-ce qu'au PDCI, est-ce qu'il existe des formations pour la jeunesse à votre niveau au PDCI, des formations dédiées à la jeunesse du parti, véritablement pour vous inculquer ce qu'il faut? Oui, déjà, il y a des formations théoriques, mais la majorité, c'est des formations pratiques. Parce qu'au PDCI RDA, nous, on considère que la pratique en politique est plus importante que la théorie. Donc, dans les différentes... Comment ça se manifeste? Dans les différentes sections, dans les différentes JPDCI, vous allez voir que dans chaque JPDCI organise parfois des séances de formation. Je félicite même déjà publiquement le vice-président de la JPDCI urbaine, Dr Yabo Anaman Narcisse, qui a organisé comme ça 2 formations à Alépé et à Akupé. Formation sur les jeunes, avec les jeunes, formation sur la façon de faire la politique de façon décente. Et en même temps, je rappelle que le PDCI RDA a toujours été le creuset des intelligences et, j'allais dire, le laboratoire des ressources humaines de qualité. Ça a toujours été le cas. C'est un parti politique. C'est vrai, vous allez voir, nous débattons toujours avec beaucoup de vigorosité, c'est notre caractéristique. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas d'animosité ad hominem. Nous n'avons pas d'animosité contre les êtres humains parce que nous avons pour principe que la violence verbale peut mener à des violences physiques. Donc parfois, on peut faire un débat qui soit vigoureux, qui soit âpre, mais que ça reste, voilà, que ça reste que des débats, ça ne dépasse pas le cadre. Malheureusement, ce sont ce genre de débats âpres, comme vous le dites, qui peuvent conduire à autre chose. Non, c'est l'utilisation des mots et des expressions parfois qu'il faut. Vous savez, si vous regardez la politique dans divers pays, parfois on débat. Le débat peut être chaud, mais le débat, il doit rester... Voilà. D'ailleurs, si M. Mamadou Koné me rencontre, c'est un être humain, c'est un Ivoirien d'abord, mais c'est un être humain au-delà de tout. Nous sommes tous des êtres humains, on a l'obligation de... D'accord, ça c'est vous et M. Mamadou Koné, mais ceux qui vous ont regardé, vous savez comment ils prennent ce que vous dites là et comment eux agissent dans leur quartier? Nous avons des divergences idéologiques qui sont profondes. Et à chaque fois que nous allons débattre sur nos divergences idéologiques, les divergences seront étalées, ça c'est clair. Non, on le fait dans la courtoisie. Je termine. Les divergences idéologiques que j'ai avec le RHDP sont profondes. Ce parti a créé la souffrance des Ivoiriens depuis 15 ans. Ce parti a créé un programme jeunesse du gouvernement qui a échoué. Ce parti a créé 1 milliard par jour. Ce parti a fait une politique vous êtes là, en mettant 1 milliard par jour. Allez-y à Djamé, à Bobo, chez mes amis de Yopougon, demandez où est le milliard par jour. Ils vous diront qu'ils n'ont pas vu. Donc quand moi je débat et que je commence à parler avec un parti qui est responsable de la souffrance des Ivoiriens, souffrez, M. Diaby, que je sois vigoureux dans mes propos. Je dois souffrir que vous attisiez le feu. Non, je n'attise pas le feu. Vous savez, Monsieur Koné Mamadou, allez-y, vous avez quoi à dire? Oui, ce que je suis en train de... Tout à l'heure, mon frère Ousmane Chérif était en train de dire des choses. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons les Ivoiriens qui vivent sur les réseaux sociaux. Et il y a des Ivoiriens qui pratiquent le terrain. Je pense que mon frère Dali ne pourra pas raconter les mêmes énormités comme mon frère Ousmane Chérif, parce que toutes les fois que nous sommes à l'intérieur du pays, que nous sommes au fin fond du pays en train de constater le travail que le président de la République a pas nuit et jour, il est en train de se promener sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé. Et malheureusement pour lui, il n'a pas encore parcouru toute la Côte d'Ivoire. Nous, au moins, chaque week-end, chaque semaine, nous sommes au fin fond du pays pour aller constater le travail qui est fait par le président de la République. Et nous avons une frange des Ivoiriens qui sont là et qui disent que c'est vrai, ils ont promis 1 milliard par jour, on ne voit pas. Mais en réalité, ils bénéficient de ces milliards chaque jour. Lorsqu'on va aujourd'hui, entre tous les gros villages de la Côte d'Ivoire, on va trouver au moins un collège de proximité. Lorsqu'on prend la route pour aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit les réseaux routiers de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers. Et c'est ce qui fait jalouser aujourd'hui la Côte d'Ivoire à travers tout le monde. Donc, le fait que mon frère Ousmane Chérif dise qu'on ne voit rien, c'est quand même des énormités.
Le PPACI étant dans l'opposition, comment sa jeunesse s'organise pour se faire entendre dans le débat politique? Alors, avant de parler de la jeunesse qui s'organise, nous organisons très bien. Nous faisons des séances de formation, de sensibilisation. Nous sommes sur le terrain. Vous savez, nous sommes un jeune parti, de tous les partis. Nous sommes les plus jeunes. Oui. Nous sommes les plus jeunes ici, sur le plateau. Donc, nous nous organisons. Mais je voudrais revenir sur ce que mon frère Kodé Mamadou a dit. Il a dit que comme nous partons ensemble, on va dire à l'intérieur du pays, nous voyons les réalités, mais on les voit différemment. Lui voit des milliards sur les routes. Nous, on voit la misère. Moi, quand je vais, je vois la misère tout le temps quand je vais à Lakota. Et je peux dire qu'il parle de route. Moi, il a dit que j'étais à Saïwa. J'ai fait Gagnoa-Saïwa, la boucle du cacao, Soubri. Mais est-ce que vous êtes déjà parti, vous avez fait la route ici à... je connais ce pays. Vous connaissez? Non, pas le pays, juste ce tronçon. Ce pays, je le connais. C'est une atrocité. Vous voyez, donc quand on dit qu'on a mis des milliards pour faire le réseau routier et qu'on laisse on va dire cette boucle du cacao, là où vient tout le cacao, à peu près 80% du cacao de Côte d'Ivoire, ces routes sont délaissées, on peut dire où vont les milliards. Et on nous a mis 2 péages. Alors, j'ai 3 péages. Je quitte chez moi. Jusqu'à Lakota, j'ai 3 péages aujourd'hui. Donc, quand on met des péages pour des routes, en principe, quand on met des péages, il faut qu'il y ait une voie de contournement. Selon la loi, il n'y en a pas. Donc, on nous oblige, à prendre des péages. Donc les produits qui viennent de Lakota aujourd'hui vont être augmentés sur le marché. Donc ça va faire en sorte que le panier de la ménagère sera encore en souffrance. Donc on a tout ça. Les Ivoiriens vivent dans la misère. Il dit qu'il voit des milliards qui sont distribués ça et là. Mais non, ce n'est pas possible. Nous, on ne voit pas, on voit la misère. Et je peux dire Monsieur Dali, l'axe Saïwa-Gagnoa que vous avez pratiqué, et qui, pour vous, reflète toute la misère du pays. Non, pas toute la misère. Je dis simplement ce tronçon. Je peux vous en donner des centaines d'autres tronçons qui, eux, sont très bien tracés. Donc et qui, je peux le faire aussi. Mais moi, ce seul tronçon... Mais c'est pas le seul. Vous voulez qu'on vous dise, donne tous les tronçons. Allez-y, je vous donne le temps. Ces tronçons, ces localités sont nées après 2011. On a une route. Apparemment, ces localités sont nées après 2011. De Lakota. Moi, je parle d'où je vais pour l'instant. Oui, effectivement. Pendant votre mandature de 2010 à 2020. Non, attendez. Est-ce que c'est localité? C'est lui qui pose les questions. Allez-y, M. Kodé, il va terminer. Allez-y, M. Dali. Je vais juste répondre à la question. Juste pour lui, j'étais juste en train de dire que ce qu'il a dit, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais souffrez qu'on ne les voit pas de la même manière. C'est ça le débat démocratique. Sauf que vous avez donné ce pourquoi vous ne voyez pas de la même manière. Vous avez donné un tronçon. Mais oui, donc il peut me dire que la voie... Ce pays est admiré aujourd'hui pour la qualité des routes qui sont en train d'être... On l'entend à droite et à gauche. Il n'y a pas de route dans ce pays, il n'y a pas de... Qui a dit qu'il n'y a pas de route sur le plateau? On n'a pas dit... À dire quoi? Dans mon village, entre Touba et Waninou, il y a une route qui je fais peut-être de... Vous parlez d'une route. En Côte d'Ivoire, il y a des dizaines de milliers de routes. Et tout n'est pas fait au même moment. C'est moi qui avais la parole. Allez-y, monsieur docteur, attendez. Allez-y, monsieur Dali. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Allez-y. Vous avez dit qu'il y a la misère à Saïwa. Il m'a dit que lorsque nous allons à l'intérieur du pays, nous voyons la beauté des routes et nous voyons que la misère a disparu. Je lui ai dit que nous ne voyons pas la même chose. Qu'il souffre qu'on ne voit pas la même chose. C'est clair. Moi, je ne vois pas cela. Donc, je peux dire ce que je vois. Donc, merci de me laisser dire ce que je vois. Et pour l'amélioration, puisqu'il est en train de dire qu'ils sont en train de le faire, moi, je dis qu'il y a un axe qui est délaissé. Et s'il y a tant de milliards pour le faire, qu'ils aillent le faire. C'est tout ce que je dis. Maintenant, pour parler de la jeunesse, au niveau de la jeunesse, nous, au PPACI, nous nous organisons. On a un bureau national et j'ai fait en sorte que ce bureau national, il n'y ait pas de, comme ils le font dans tous les jeunes, pas de jeunes de plus de 35 ans. Nous avons des formations, nous sommes en train d'implanter sur toute l'étendue du territoire, donc nous nous organisons pour ces élections. Et nous attendons que les conditions, et je le répète, des conditions d'élection libres et transparentes soient mises en place pour que ces jeunes aillent tranquillement voter leur candidat, qui est le président Laurent Gbagbo, et simplement. C'est tout ce que nous disons. D'accord, M. Koné, vous vouliez dire? Oui, effectivement, tout à l'heure, je l'avais dit. Il y a dit que malheureusement en Côte d'Ivoire... C'est quoi la question, M. Koné? Je n'ai pas compris. J'étais en train de parler. Non, il n'a pas posé de question, c'est pour ça. Non, mais laissez poser la question. Vous avez dit de laisser terminer. Non, lui, vous avez demandé... Moi, je ne vous parle pas à M. Koné. Qui a la parole? Vous avez dit la question. C'est lui qui doit attendre une question, pas vous. Ça lui est adressé. Mais nous sommes des auditeurs. La question, c'est quoi, M. Koné? Il réagit. J'étais en train de réagir pendant que vous étiez en train de parler. C'est possible? Il réagit à quoi? Non, je voulais laisser parler. C'est à votre discours de tout à l'heure. Non, il réagit à quoi? Si vous l'écoutez, vous saurez à quoi il réagit. Lorsque je ne peux pas le savoir. Allez-y.
malheureusement, il y a une frange de la Côte d'Ivoire qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est ça. Lorsqu'on prend aujourd'hui, dans le district du Yoruba, dont est originaire Dr Ousmane Chérif, la voie Ségéla Touba est déjà terminée aujourd'hui. D'ici du Yoruba, le Bafé. Allez-y, monsieur Koné. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je pense que c'est basique. On y va, monsieur Mamadou. Je disais que lorsqu'on va dans son district, parce qu'il a parlé de son village tout à l'heure, je vais lui dire que jusque-là, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Il vous reste 30 secondes. Lorsqu'on part de Ségéla à Touba, la voie est déjà bitumée. De Touba à Waninou, la voie est bitumée. Et la voie Touba Sawela, en faisant le contournement, passe devant lui-même sa cour au village à Ganoué. Il ne sait même pas que la voie est en train d'être bitumée aujourd'hui. Donc lorsque je dis qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont confortablement installés sur les réseaux sociaux et il y a les Ivoiriens qui vivent les réalités des populations, c'est cela la différence en fait. Donc il faut que nos frères apprennent à aller découvrir... Messieurs, chers invités, chers responsables... sur le terrain aujourd'hui, c'est important, c'est très important pour eux-mêmes. Chers responsables de jeunesse... Développement que il y avait certaines personnes de son bureau qui sont nommées en pré-concertation avec des partis d'opposition. Donc je n'ai pas connaissance à l'instant où je suis sur ce plateau d'un membre du PDCI RDA qui aurait été nommé dans le bureau de CNJCI. C'est possible vous n'en avez pas connaissance, vous ne savez pas, donc on ne va pas l'évoquer. Mais ce que je veux dire, pour un peu élargir la question de la CNJCI, c'est que nous, on aurait aimé que ces gens de structure fassent des rencontres officielles avec l'ensemble des jeunesses. Parce qu'il y a des rencontres qui sont quand même assez formalisées, qui peuvent permettre de discuter sur d'autres sujets qui peuvent être assez intéressants, plus importants que la CNJCI pourrait traiter. Voilà. À votre niveau, vous travaillez avec le CNJCI? On travaille en parfaite collaboration. D'accord. Et vous? Oui, après notre élection, nous avons demandé audience au président national du CNJCI. D'accord. Et il nous a reçus depuis lors. Nous travaillons en parfaite collaboration. Vous travaillez et puis vous, ensemble, est-ce que vous entrevoyez une élection présidentielle tranquille, apaisée dans ce pays-là? Vous travaillez avec le CNJCI? Alors, moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. D'accord. Le PPACI, on veut dire. Est-ce que le PPACI, la jeunesse PPACI, peut-être pas vous personnellement, comme vous dites? Je suis le président de la Ligue des jeunes, il ne peut pas travailler avec la jeunesse du PPACI sans passer par moi. Comme je ne l'ai pas encore rencontré, je pense qu'on ne travaille pas ensemble, mais j'appelle à ce qu'on puisse se rencontrer pour travailler sur ces questions-là. D'accord, justement, pour que vraiment cette élection qui arrive soit apaisée. Quelles initiatives vous mettez en place justement pour promouvoir une élection sans violence? Chacun à son niveau. Qu'est-ce que vous faites pour faire la promotion d'une élection sans violence, docteur? Alors, en tant qu'une élection sans violence, entendons-nous bien, à une portion qui est dévolue à l'opposition, une portion qui est dévolue, une grande portion d'ailleurs, qui est dévolue au parti au pouvoir. D'accord. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. À chaque fois qu'il y a eu des violences... On fait toujours la même chose aussi quand c'est bon, quand les résultats sont bons. Si on s'attend à un résultat différent en faisant la même chose, c'est de la folie. Ça, c'est Einstein qui le dit. C'est une citation. On ne va pas discuter la citation. Allez-y. Donc, globalement, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans une situation et qu'on a vécu des choses auparavant, la Côte d'Ivoire a vécu déjà des crises pré- et post-électorales, donc on sait un peu quelles sont les prémices de ces crises-là. Les prémices de ces crises sont parfois la rupture du dialogue politique. Aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à présent, le parti au pouvoir n'a pas encore ouvert le dialogue politique. Nous appelons à ce que ce dialogue politique-là soit ouvert. Ce sont des signes qui appellent à la baisse de la tension, qui diminuent toutes les velléités de violence qui sont possibles dans ce genre de circonstances. Déjà au PDCI RDA, je l'ai dit et je le redis encore sur ce plateau, nous avons toujours été un parti de paix et de non-violence. Oui, ça vous le dites, vous le redites. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est de là que je partais. D'accord, allez-y. Donc, nous avons toujours été un parti de non-violence, nous avons toujours appelé à la non-violence. De ce fait-là, déjà en préélectoral, vous avez vu toutes les structures de jeunesse qui sont allées qui ont motivé la population pour les révisions des listes électorales. Par exemple, M. Innocent Yao, avec j'allais dire, les actions qu'il a menées pour la révision de la liste électorale. À chaque fois que nous allions vers les jeunes, nous allons leur dire, nous sommes un parti politique qui ne souhaitons pas la violence, qui
qui voulons un climat de paix. La JPDCI urbaine est allée à Oumé, est allée dans le Moronou où notre président est élu. Et nous avons encore répété à ces jeunes-là que nous sommes un parti de paix. Nous sommes le seul pratiquement qui n'avons jamais payé un seul fusil pour donner à un Ivoirien, pour ôter la vie à un autre Ivoirien. Nous sommes pratiquement parmi les grands partis politiques, celui qui peut se taguer de le dire. Donc aujourd'hui, le PDCI RDA est en train de faire ce travail. La jeunesse du PDCI RDA est en train de faire ce travail-là de sorte à ce que l'ensemble des jeunes comprennent que la violence ne sert à rien, ça ne mène à rien. Mais en même temps, comme je l'ai dit dans mon introduction, la grande partie, la grande responsabilité, comme je vais dire ça, incombe au parti au pouvoir. Jusqu'à présent, on ne voit aucun effort de leur part. Et quand j'entends encore M. Mamadou Koné sur ce plateau, je ne pense pas que les efforts seront faits pour améliorer ce genre de choses. Commençons par donner l'exemple sur ce plateau. Tout le monde nous suit. On va commencer par donner l'exemple ici. Vous, M. Koné, en tant que parti au pouvoir, le RHDP a-t-il une responsabilité particulière pour garantir une élection sans violence? Oui, déjà, nous, en tant que président national de l'Union des jeunes du RHDP, après notre élection, nous avons mené quand même pas mal de démarches. Je le disais tout à l'heure à mon frère Dali, je lui disais que toutes les fois que je l'appelle, il ne décrochait pas. Et il me dit qu'il n'a pas mon numéro certainement. Même mon frère chéri Ousmane, je l'appelle parfois, toutes les fois qu'il a eu ces débats sur les plateaux de télé, je l'appelle pour les réconforter, pour dire que nous sommes des frères et que... Le réconforter. Oui, bien sûr. Et même son président national, je l'appelle parfois pour le saluer, quand même pour savoir, pour démontrer à tout le monde que nous, en tant que jeunes, nous avons plus à gagner dans la paix. Voilà, nous n'avons aucun intérêt à s'aimer le désordre, à prôner le désordre, disons. Et donc, nous, en tant que RHDP, si vous avez suivi, il y a eu plusieurs dialogues politiques ici en Côte d'Ivoire. Depuis le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous le Premier ministre Patrick Achi. Donc, dit que nous ne sommes pas dans les dispositions, c'est là quand même raconter d'autres choses. D'accord. Est-ce que, à votre niveau, les jeunes du RHDP, est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous accusent d'intimidation envers l'opposition? Bon, je pense que mes déclarations sont publiques. Toutes les fois que nous avons des activités, mes déclarations sont publiques parce que j'invite toutes les chaînes ici en Côte d'Ivoire et mes propos sont dans la presse. Nulle part, vous allez voir que j'ai appelé au désordre. Voilà, et j'ai toujours prôné le dialogue, j'ai toujours prôné la calmie. Donc nous sommes quand même dans de bonnes dispositions pour préserver la paix ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes au pouvoir et nous avons plus à gagner lorsqu'il y a la stabilité ici en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous allons continuer de dérouler ce développement que le président Alassane Ouattara a toujours donné à la Côte d'Ivoire. On est tous d'accord ici, hein. Quand je vous écoute, on est tous d'accord que cette élection, elle doit être sans violence. Sans violence. Mais est-ce qu'on fait tous ce qu'il faut pour qu'elle le soit véritablement? Vous avez tous de belles solutions pour que cette élection soit sans violence et pourtant, les populations dehors, en vous écoutant ici sur le plateau, craignent le pire. Mais, Monsieur Hamza, quand vous regardez les élections qui se sont passées au Ghana, tout près de nous, les élections se sont passées sans violence. Donc on peut toujours avoir des copies, on peut toujours regarder ce qui marche. Et pourquoi ça a été comme ça? Vous voyez, il y a des séances de formation que, on va dire, des organismes mettent en place pour sensibiliser la jeunesse, pour former cette jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas éduquée, vous allez voir qu'elle sera sensible à toutes les intimidations, à toutes les, on va dire, interprétations, etc. Donc nous, au PPACI, nous avons des formations pour des jeunes. Mais ce qui est plus important, pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut que les acteurs politiques puissent mettre en place ce cadre. Et c'est pour ça que j'appelle encore le parti au pouvoir. Il n'y a pas assez de dialogue. Tant qu'on dialogue, c'est pour le bien de nos populations. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a eu trop de dialogue et donc c'est fini, on n'en fait plus. Non, si nous appelons à un dialogue, il faut toujours dialoguer. Puisque nous sommes dans une année électorale, nous appelons à ce que le dialogue politique puisse se faire ici en Côte d'Ivoire pour avoir ces élections. Vous allez voir, ces jeunes, lorsqu'ils vont voir le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, autour d'une table où le président de l'UDCI et tous les autres présidents de partis politiques en train de discuter des conditions de ces élections, ça va apaiser tout le monde. Tous ces jeunes qu'on voit
qui ne peuvent pas être instrumentalisés s'il y a ce genre de conditions, vous allez voir que ça va baisser les tensions. Mais s'il n'y en a pas, et lorsque l'opposition appelle à un dialogue et qu'il y a la sourde oreille, mais qu'est-ce que ces jeunes peuvent faire? S'ils ne peuvent pas s'exprimer en amont, ils peuvent s'exprimer en aval. Et on ne sait pas comment ça peut devenir. Donc ça peut dégénérer. Donc en amont, il faut... pas dégénérer. Justement, c'est pour ça que nous appelons dialogue, M. Hamza. Nous appelons le parti au pouvoir à ce qu'il mette ce dialogue politique en sorte qu'il n'y ait pas de violence en Côte d'Ivoire. On veut une élection avec une passation. Parce qu'il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire de passation entre un président élu et le précédent avec une passation des charges de façon pacifique. Nous voulons le voir en 2025 et nous appelons à ce que le parti au pouvoir mette ces conditions en place. Est-ce que les différentes alliances politiques... Allez-y. Vous vouliez parler? Oui. Allez-y, rapidement. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux interventions de mes co-débatteurs qui parlent de respecter la loi quand il s'agissait de la révision de la liste électorale et qui sont en train de parler de dialogue quand il s'agit d'un autre dossier. Je crois que soit on décide de respecter la loi, on est un pays de droit où tout est réglementé. Voilà, on décide de suivre la loi. Ça dépendra de vous. Parce que quand il s'agira de la liste électorale, si on applique la loi, quand il s'agira d'un autre dossier, on s'arrête. On s'arrête. Parce que comme je vois, comme vous êtes en train de me regarder, quel dossier? Non, par rapport à un dossier, vous parliez de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non, mais je demande au parti au pouvoir. Vous êtes au pouvoir? Je donne mon point de vue. Ah d'accord, non je ne savais pas, comme vous êtes en train de m'interpeller. Moi j'interpelle de faire un dialogue. Je donne mon point de vue. Ah, il va terminer, M. Dali, il va terminer. Oui. Voilà, M. Gbagbo Laurent, c'est un homme public. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi je veux juste comprendre l'axe de... Il va terminer, Et voilà. Lorsqu'il s'agit de sa réinscription sur la liste électorale, là, on ne parle plus de suivre les règles, mais suivre la loi, mais on parle maintenant d'un dialogue pour que... J'ai fini. Oui. On parle d'un dialogue pour qu'il puisse être réinscrit sur la liste électorale. Non. On parle de respecter, je crois que on parle de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est de la loi qu'on parle. Monsieur Dali, il va terminer. Vous aurez la parole. C'est un échange. Non, ce n'est pas un échange d'abord. Il termine. Mais si. Il termine et vous prenez la parole. Soyons conséquents dans nos dits. Quand on prend une voie, il faut qu'on reste sur cette voie. Si on décide de passer par le dialogue, comme lors de la crise dans les années 2002 à 2010-2011, je crois que à votre temps, le président Laurent Gbagbo avait fait un choix du dialogue. Et tout se faisait en fonction du dialogue et non en fonction de la loi. Actuellement, on vous demande, moi personnellement, à l'UDC, on vous demande de faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui dialogue, et puis demain, dites non, la loi. Vous pouvez réagir là-dessus, M. Dali, très rapidement. Ça nous amène en fait. Très rapidement. Alors, dialoguer, c'est un problème ici en Côte d'Ivoire. Dialoguer. Il vient de me dire qu'on devrait suivre mais la loi a dit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a sorti une décision. C'est une décision de justice. C'est une cour à laquelle la Côte d'Ivoire était membre. Et elle a dit d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est juste ça qu'on demande, de respecter cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. On n'est pas en train de plaider, on n'est pas en train de plaider ou de plaidoyer. Et il me dit qu'il ne faut plus de dialogue. On ne peut pas opposer dialogue à la loi. Donc, il ne faut plus de dialogue, vous avez dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, donc nous n'opposons pas le dialogue à la loi. D'accord. Allez-y, M. Koné, très rapidement. Vous parlez je ne sais pas qui a la parole, je ne sais plus. C'est bon, votre échange qui a la parole. C'est bon, M. Théré, c'est bon. Allez-y, M. Koné. Comme on le dit chez nous, c'est qu'on ne peut pas se brosser les dents tout en les triant. On ne peut pas dire que la CEI fixe au nom du code électoral, on prend un article et dit plus tard qu'on ne connaît pas certains articles. L'article 4 de la CEI et du code électoral nous donne les dispositions de qui doit être sur la liste électorale et qui ne le devrait pas. Et donc, on ne peut pas nous demander de respecter l'article 6 et tout en oubliant l'article 4 qui
qui définit... D'accord. Une nouvelle fois, vous dites nous respectons tous les articles. Mais oui, mais c'est vous qui ne respectez pas. Monsieur Hamza. La CEI n'est pas ici. On ne va pas faire le procès de la CEI. Merci beaucoup. Est-ce que, messieurs, chers responsables de jeunes sur ce plan, monsieur Koné, est-ce que les alliances politiques, on va couper les micros de Arthur Dali et de... Ok. Est-ce que les alliances politiques qui sont en train de se former, qu'on observe dernièrement, est-ce que c'est une chance à la construction de la paix pour que justement il n'y ait pas d'élections avec des violences, des tensions? Alors, le PDCI-RDA, à son siège, je crois il y a quelques jours, il y a eu la formation d'une coalition qui est appelée CAP Côte d'Ivoire, qui est la coalition pour une alternance pacifique. Donc déjà dans le mot pacifique, il va sans dire que c'est une alternance qui fait la promotion de la non-violence. Donc nous au PDCI-RDA, je le redis encore pour une troisième fois, nous avons toujours prôné la non-violence et l'acquisition du pouvoir uniquement par les voies démocratiques, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors donc cette voie d'union-là est d'abord sur certaines revendications qui sont prioritaires. Si vous avez écouté la porte-parole de CAP Côte d'Ivoire, qui est Mme Simone Eivé, elle a dit que parmi les points, j'allais dire les points urgents, il y a la CEI. Et nous disons que c'est vraiment une réforme, c'est vraiment un point qui pour nous est la priorité des priorités. Parce que quand vous avez un match à jouer, c'est vrai, vous vous entraînez au maximum, mais en même temps, vous devez avoir un arbitre qui est impartial. Parce que quel que soit votre niveau d'entraînement, si vous avez un arbitre qui est partial, si vous avez un arbitre qui a la moitié de son maillot, qui est... Vous parlez encore de la CEI? Non, mais qui n'est pas ici. Non, je suis juste en train de dire pourquoi nous avons créé l'Alliance, M. Hamza. L'Alliance, parmi les revendications de l'Alliance, en un, il y a les revendications qui sont autour de la CEI. Si vous avez bien écouté, elle a dit que ce n'est pas une alliance idéologique. C'est pas, il y a des partis de gauche et des partis de droite. Donc, ce n'est pas une alliance idéologique, mais c'est une alliance sur certains points clés de revendication. La CEI est déséquilibrée. La CEI est en train de nous amener dans une révision un début qu'on va marquer après le match. Donc, pour nous, c'est important qu'on en parle parce que c'est un sujet qui est important. Dernière chose sur laquelle je veux juste terminer, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a un parti quand même, il faut avoir le courage de le dire, il y a un parti qui refuse de prendre ses responsabilités. Moi, j'écoute M. Koné Mamadou sur ce plateau à chaque fois avec beaucoup d'attention parce qu'il est le représentant du parti au pouvoir. On n'a pas encore entendu dans ses propos, nous allons ouvrir, ou bien il est pour le fait qu'on ouvre maintenant un dialogue politique. Il vient de dire qu'il y a déjà eu des dialogues politiques auparavant. Il y a déjà eu suffisamment de dialogues politiques. Donc, monsieur, vous êtes je n'ai pas dit qu'il y a eu suffisamment de dialogues politiques. Vous êtes tous ici, en tant que, monsieur Koné, vous êtes tous ici en tant que des émissaires, des envoyés, en tant que jeunes, des partis politiques. Mais les instances de décision, vous n'êtes pas au sommet. Je parle de son souhait à lui, en tant que président des jeunes du RHDP. Un dialogue, c'est le souhait de tout le monde. Les souhaits, oui, non, j'ai entendu, mais vous n'obligez pas quelqu'un à émettre un souhait. Je veux dire que le dialogue, normalement, quelqu'un j'allais dire de politiquement qui veut l'avancée de ce pays ne peut pas s'opposer à un dialogue politique. Donc j'aurais aimé que M. Koné Mamadou, qui est sur ce plateau, le dise officiellement qu'il est pour le dialogue politique qui va s'ouvrir. Monsieur Dali, la coalition CAP Côte d'Ivoire a été créée. Il y a plus d'une dizaine de partis qui sont au sein de cette coalition. Vous êtes resté en dehors, PPACI. Pourquoi déjà? Et puis c'est quoi votre stratégie pour la course à la présidentielle? Alors, je salue mon camarade du PDCI. Je salue cette mise en place de CAP qui permettra de pouvoir ensemble, parce que le PPACI appelle depuis longtemps à ces conditions et ils se sont réunis pour les mêmes conditions qu'on demande. Donc, nous saluons cette initiative et nous allons aller ensemble justement avec CAP pour défendre ces conditions que nous demandons, ce dialogue, la révision de la liste. C'est tant que vous pourrez partir ensemble, pourquoi vous n'en faites pas partie? C'est une stratégie et de toute façon, vous savez, le dialogue, je pense que c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert à tous les partis, donc laissez libre cours à ces alliances de se faire sans problème.
Il y a l'un des grands décideurs de votre parti qui disait ce soir même que vous n'êtes pas du tout concerné par cette coalition. Oui, la coalition qu'ils ont faite maintenant, on n'y est pas. Vous constatez qu'on n'y est pas. Bien sûr. Donc elle est ouverte. Comme vous parlez d'aller ensemble. Oui, oui, les conditions, on a les mêmes propos, on a les mêmes demandes. D'accord. Votre parti, vous et le RHDP, votre parti a été impliqué dans la crise de 2010. Quelles leçons, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé là en tant que responsable de jeunesse, justement, pour que demain soit meilleur? 2010-2011. Alors, au risque de me répéter, comme je dis, il faut faire en sorte qu'il y ait des conditions, je le répète, des conditions pour une élection crédible et transparente. Et comme il a dit, il faut que l'arbitre soit impartial. Tout est dans la main de l'arbitre et du parti au pouvoir, d'appeler à des discussions et que l'arbitre soit impartial et qu'il y ait une réforme. Et nous demandons... En 2010, vous admettez, les conditions n'étaient pas réunies. Mais on est tous en Côte d'Ivoire ici, on sait ce qui s'est passé en 2010. On ne va pas revenir là-dessus si on ne va pas finir le débat. On va en 2025, nous demandons à ce qu'on oublie ce passé-là et qu'on fasse en sorte que l'histoire ne se répète pas. Monsieur le président de la Ligue du PPACI, vous avez participé à une élection de... Le PPACI est né en 2021, en fait. Votre président était président d'un autre parti. Président Le président Laurent Gbagbo. Oui. Non, vas-y, on y va. Vous ne connaissez pas votre président? On y va. Monsieur Hamza, on y va. D'accord. Il a participé en tant que président d'un autre parti. Il a participé à ces élections-là. Oui. Étaient-elles transparentes? Ces élections étaient-elles transparentes? Puisque vous y êtes allé. Sinon, vous n'y serez pas allé, non? Alors, lorsqu'on parle d'élections et qu'on veut des conditions transparentes, soit on va aux élections, soit on ne va pas aux élections. Répondez à ma question. Non, mais je vous demande. Si on se pose des questions, on n'en finit pas. En 2010, vous voyez que ça s'est terminé par une crise, d'accord? Et pour éviter qu'on ait encore une élection qui se termine par une autre crise, nous devons prendre leçon du passé et nous mettre ensemble pour discuter, mais pourquoi il y a eu telle crise ou telle crise? D'où le dialogue que nous appelons le dialogue politique avec tous les partis pour discuter des conditions pour éviter tout ce qui s'est passé en 2010, en 2000, etc. D'accord. Vous venez de voir ce débat sur la RTI. Moi, la première des choses que je remarque ici, il faut le dire clairement, c'est ce journaliste de la RTI, qui est clairement un militant, sympathisant et peut-être même cadre du RHDP déguisé en costume pour se faire passer pour un journaliste. Monsieur, vous n'êtes pas un journaliste. Vous n'êtes pas un journaliste et il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je pense que je ne suis pas le seul et vous savez de quoi je parle. Vous venez sur vos plateaux, vous vous faites passer pour des journalistes, mais vous avez clairement un parti pris. À un moment donné, quand vous êtes journaliste, si vous décidez de poser la question à un des participants que ce téléphone est de quelle marque, si vous avez donné cette question à un participant qui l'a répondu, posez la même question à l'autre participant parce que vous aidez le RHDP sur vos plateaux. Vous posez des questions difficiles à l'opposition et quand il s'agit de RHDP, vous renouvelez des questions faciles pour les permettre de répondre facilement. Et où on les attend, on ne les verra jamais parce que vous n'allez pas les poser la question là-dessus. Vous voulez simplement savoir la position du parti de l'opposition, comment faire pour garantir la paix dans la jeunesse. Mais au niveau du RHDP, vous ne les posez pas cette question-là. Vous les demandez pour RHDP comment ils font aujourd'hui pour garantir la paix en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez qu'ils ne seraient pas capables de répondre comment faire pour garantir la paix. Parce que pour garantir la paix, il faut une élection crédible. Mais vous posez cette question aux opposants. Vous la posez au PDCI, vous la posez au PPACI, mais vous ne la posez pas au RHDP. Et quand on vous le dit, vous dites qu'on ne doit pas vous apprendre à modérer, que vous êtes un modérateur, on ne doit rien vous apprendre. Mais on a quand même le droit de dire que vous faites partie de ce régime qui est en place aujourd'hui. Et puis, est-ce que c'est une information que je donne vraiment aux gens? Non. Ce n'est pas une information. S'il y avait une possibilité de faire tous les débats sur les chaînes de télévision de chaque opposition, ça serait plus facile. Mais comme c'est vous qui avez les moyens de l'État et que c'est sur vos canaux que les audiences sont plus élevées, les partis d'opposition sont toujours obligés de venir au moins se faire entendre. Parce qu'ils laissent comme ça au peuple le soin de juger d'eux-mêmes. Et nous faisons partie du peuple, nous pouvons juger avec aisance que vous, les journalistes de ces différentes chaînes de télé, vous avez vraiment des partis pris. Vous êtes partisans de ces débats-là. À un moment donné, peut-être le PDCI a raison. Peut-être finalement, il faudrait même plus y aller sur vos plateaux de télé. Peut-être faudra faire des débats sur les plateaux de télé de l'opposition, tourner entre opposants et vous inviter le peuple, le RHDP de venir. Parce que ça ne sert plus à rien de venir sur les chaînes de télévision, que ce soit la RTI, que ce soit Live TV, que ce soit NCI. Toutes ces chaînes de télé sont à la solde du régime en place.
Et quand vous arrivez, votre premier adversaire, c'est le journaliste qui va tailler les questions sur mesure à poser aux opposants et à poser aux partis au pouvoir, et ce n'est pas normal. Si vous posez une question sur la révision de la liste électorale et les solutions proposées par le PPACI, la même question au PDCRDA, la même devra donc être posée au RHDP. Il faut un débat équitable avec des questions équitables et des réponses, espérons-le, qui pourront satisfaire le peuple. Mais si vous changez des questions, quand vous posez aux proposants et aux gens d'Alassane Ouattara, permettez-nous de vous dire que vous êtes complices. Et en dehors de ça, ça se voit clairement que vous n'êtes pas journaliste, vous êtes débatteur. Vous êtes là en train de débattre, de discuter avec ceux que vous avez invités sur votre plateau. Ce n'est pas nécessaire. Vous les avez invités, ils vont donner leur avis. Et ceux qui vont les contredire, ce sont les adversaires qui sont sur le plateau. Mais pas vous, monsieur le journaliste. Parce que ici, le journaliste est directement érigé en débatteur sur le plateau qui permet ici de contredire les opposants qui sont en train de donner directement les chiffres ou même des réponses claires et nettes. Lui, non, il va contredire et donner les réponses qui lui sont juste à lui pour soutenir le RHDP. Et ça, il ne faut pas le dire, ou alors il faut le caresser dans le sang du poil. Non, non, ce journaliste est du RHDP. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire.